une experte en kétamine et elle est responsable du centre antidouleur de COTD de Bicêtre et qui est également un centre de prise en charge par cannabinoïdes pour les patients douloureux chroniques. Donc peut-être tu vas pouvoir répondre mieux que j'aurais pu faire. Essayez donc, bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler de deux nouveaux médicaments, le cannabis et la kétamine. On va commencer par le cannabis. Déjà, pour le cannabis médical, il n'y a que la sous-espèce sativa qui va être utilisée. Donc vous voyez un pied magnifique devant l'hôpital tibétain de Dharamsala. Alors juste quelques précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est que dans la littérature, c'est très difficile de distinguer l'usage récréatif de l'usage médical. L'utilisation médicale, elle date de 4000 ans, il y a une pharmacopée chinoise, et je vous invite à regarder l'histoire du cannabis sur Arte, qui est formidable. Tout le monde s'en est mêlé. Il y a Napoléon, le pape, Staline, c'est incroyable. Et le cannabis a été retiré de la pharmacopée française, en tout cas en 1953. Et il est devenu le diable. Mais par ailleurs, le marché du cannabis, vous vous en doutez, a augmenté, avec en particulier en Europe 60% de plus, et avec des budgets considérables qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. C'est 5 fois plus qu'en 2015. Et ce qu'il faut noter, c'est que la France est le plus gros consommateur d'Europe. Et il y a en 10 ans plus du double de 60% en nombre de consommateurs et en nombre de consommateurs réguliers, alors que la législation française est la plus stricte en Europe. Vous avez ici les pays qui ont autorisé le cannabis médical pour tout ce qui concerne tous les aspects du cannabis. Donc en fait, de toute cette histoire, c'est difficile de retirer des arguments médicaux purs. Alors, les phytocannabinoïdes, pour simplifier, c'est toutes les substances qui sont dans le cannabis, surtout dans les feuilles et dans les fleurs. Il y en a beaucoup, mais on retient le CBD et le THC. Donc le CBD va être antagoniste des CB1, des récepteurs CB1 et CB2, avec une faible affinité. Il va augmenter la nandamine intrasynaptique et il va aussi avoir une action inhibitrice sur les cytochromes, on y reviendra. Il a un métabolisme hépatique et il est éliminé avec une élimination lente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute la pharmacocinétique et pharmacologie de ces produits dépend de l'utilisateur, la dose, la forme, la prise aiguë ou chronique et la voie d'administration, bien sûr. Et puis il y a le THC qui est lui responsable des principaux principes actifs. De toute façon, les deux sont lipophiles, vont s'accumuler dans les graisses avec un risque de relargage qui peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Ils passent dans le placenta et dans le lait maternel, et le THC a des métabolites actifs. Alors on le connaît depuis 4000 ans, mais par contre on ne connaît pas très bien les métabolites du CBD, il y a plein de mystères. Et puis il y a également des cannabinoïdes synthétiques. Du coup, le cannabis nous a permis de découvrir le système endocannabinoïde. Et donc là encore, on va schématiser. Donc vous avez les récepteurs CB1 qui sont ubiquitaires, mais plutôt dans le système nerveux central. Et il y a les CB2 qui sont plutôt périphériques et plutôt immunitaires. Mais en fait, ce n'est pas les seuls. Il y en a plein d'autres. Et donc, du coup, comme ils sont finalement, vous le voyez, ubiquitaires, eh bien, il y a de nombreuses fonctions potentielles. On prête au cannabis de nombreuses qualités qui sont, du coup, et c'est le prix à payer, difficiles à mettre individuellement en évidence. Et puis, il y a d'autres difficultés. C'est que le système endocannabinoïde est présent chez tous les vertébrés, d'accord, sauf qu'il est en densité variable. Ce qui fait que quand on fait des expériences chez le rat ou chez l'animal, ce n'est pas toujours transposable à l'homme. Et puis, autre difficulté, il y a un polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant le cannabis. Il y a une grande variabilité interindividuelle, des effets positifs ou négatifs. Du coup, comme le cannabis va jouer à travers toutes ces actions sur l'inflammation, la mémoire, l'appétit, le poids, la douleur, la mitochondrie, eh bien, il va y avoir des indications potentielles qui sont très nombreuses, y compris, par exemple, en cancérologie,
où on pense qu'il peut diminuer les progressions. Il y a des effets indésirables. Le CBD est exclu. Vous savez que maintenant, il est en vente libre en France, mais c'est surtout le THC. Néanmoins, et chez les utilisateurs chroniques, il y a 4 fois plus de risques d'avoir un AVC ischémique. Et au niveau cardiovasculaire, donc encore une fois, c'est curieux, vous voyez, en faible dose, il va y avoir une stimulation sympathique, et à faible dose, une stimulation parasympathique avec hypotension, bradycardie. Et les effets indésirables graves qui peuvent survenir sont surtout des arythmies qui sont le double, l'incidence doublée par rapport à une population normale, non consommatrice, et surtout des fibrillations auriculaires. Et puis, il y a les interactions avec le cytochrome qui vont nous intéresser plus particulièrement. Alors, il y en a qui sont connus avec des antiépileptiques, mais pour ce qui nous concerne, c'est surtout les anticoagulants. C'est-à-dire que la warfarine, le clopidogrel et les anticoagulants oraux risquent d'être en surdosage, il va falloir les surveiller, ou voir ou changer de produit. Dans Regional Anesthesia, CHA propose toutes les interactions possibles avec le cannabis et la conduite à tenir. Par contre, avec l'héparine et Fondaparinux, il n'y a pas de problème. En périopératoire, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous allez dire, c'est peut-être une anecdote, sauf que c'est McPhee qui a montré qu'il y avait un nombre non négligeable de patients qui étaient consommateurs et qui arrivaient pour se faire opérer, dont la moitié à usage médical. Alors, il y a peu de données et les effets sont modérés. Les effets sur la douleur post-op, en fait, sont controversés. Il y en a certains qui ont montré qu'il y avait tout allait mieux. Diminution de la douleur post-op, des accès douloureux et des opioïdes. Mais pour la plupart des auteurs, eh bien, les choses, il y a plutôt une augmentation de la fatigue, de la douleur, des troubles du sommeil. Mais à terme, il n'y a pas de conséquences sur le résultat chirurgical. Donc il y a des guidelines qui ont été proposées. Alors, on va demander aux patients quels sont ces traitements associés, l'informer des risques et bien préciser la consommation. En fait, pas de panique, c'est-à-dire qu'en gros, il ne faut rien faire. C'est-à-dire, on n'arrête pas le cannabis si à faible dose, on ne modifie pas les opioïdes, l'anesthésie, les produits d'anesthésie identiques, le bis non systématique, le respirateur identique et la surveillance post-op identique, sauf pour une vigilance accrue cardiovasculaire. Alors, c'est dans la douleur chronique qu'on s'est intéressé au cannabis. Et là aussi, dans les articles, il y a une dizaine d'années, tout allait bien. Et finalement, les méta-analyses montrent qu'il y a peu d'efficacité sur la douleur non cancéreuse, sur le sommeil, l'humeur, la qualité de vie. Et les recommandations des auteurs et des sociétés savantes sont très prudentes. Dans la douleur du cancer qui est résistante au traitement, et là aussi, il y a une difficulté à mettre en évidence les bénéfices du cannabis. Et sur les autres maladies donc, qui sont inflammatoires, ou les démences, le côlon irritable, les insomnies, ben là c'est pareil, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a à disposition en France? On a, et qui sont très contrôlés, on a l'Epidiolex, qui est du CBD, qui est pour l'épilepsie chez l'enfant, prescrit avec un bénéfice médical rendu fort, prescrit par les neuro et neuropédiatres. Il y a le Sativex, qui est moitié THC, moitié CBD en pulvérisation, qui est pour la spasticité de la cèpe, qui en fait, d'après l'HAS, a un bénéfice, un BMR faible, eh bien, qui est finalement obtenu après un combat quand même, une AMM, mais avec un faible remboursement. Et il y a le Marinol, le THC de synthèse, qui est pour les douleurs neuropathiques sous ATU nominative et avec accès compassionnel, réservé au CETD. Du coup, il y a eu la mise en place avec l'action des lobbies, une expérimentation de la NSM auquel le service a participé de 2021 à 2024. Alors c'est important, c'est tous un peu fait avoir au début, c'est-à-dire que ce n'est pas un essai clinique. Et donc c'est dans la Constitution une action publique qui permet de déroger à la réglementation. Et donc les bilans qu'on rentrait dans l'ordinateur sont transmis à la NSM qui en est propriétaire et qui les transmet aux députés et pas aux investigateurs. Donc je vais vous présenter des tableaux qui ne sont pas aussi précis que je le souhaiterais.
Il y avait 5 indications, les douleurs neuropathiques, la spasticité, l'oncologie, l'épilepsie et les situations palliatives. Et on proposait 3 ratios, CBD, mélange CBD-THC en solution orale. Alors voilà les résultats transmis donc, par l'ANSM. Et vous voyez, à 2 ans, il y avait 1700 patients. Et l'épilepsie, il y a une vraie diminution du nombre de crises. Dans la douleur neuropathique, il y a une baisse de l'intensité. Et dans chaque catégorie, il y a une vraie amélioration. Ce qui est notable, vous voyez, c'est quand même, il y a 35% à peu près d'inefficacité, de sortie pour la plupart du temps, inefficacité ou effet indésirable. Les effets indésirables, c'est somnolence, trouble de l'équilibre, ou douleur abdominale, ou fatigue, malaise. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé aux patients? Eh bien, au début, les gens étaient prudents, les collègues étaient prudents, on prescrivait du CBD. C'est finalement la solution mixte, avec parfois un ajout de CBD, qui l'a emporté. Là, c'est la cohorte qu'on a suivie à Bicêtre sur 40 patients. Vous voyez, c'est les mêmes statistiques. Il y a 37% qui sont sortis pour inefficacité. Il y a des perdus de vue, je pense que c'était peut-être aussi inefficace. Et avec l'amélioration est forte dans 8 cas, et c'est surtout la CEP. On pourra en rediscuter si vous voulez. Et malgré ces résultats qu'on pourrait trouver quand même positifs ou insuffisants, eh bien, une enquête auprès des patients montre qu'ils sont favorables à la généralisation du cannabis médical. Donc, en fait, il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir, et semble-t-il, les résultats n'ont pas convaincu notre ministre lors de sa dernière déclaration. On va passer maintenant à la Keta. Juste un rappel de la Keta. Donc, elle a un effet psychodysleptique, dissociatif, par son action centrale. C'est un médicament essentiel pour l'OMS, pour la chirurgie de guerre, le tirement de l'altitude. Et il y a actuellement, vous savez, c'est passé dans les toxiques depuis un moment, un mésusage important, sans effet addictif, mais une forte augmentation, 6 fois plus d'ampoules qui sont délivrées par rapport à en une vingtaine d'années. Et puis, récemment, il y a la eskétamine IV, dont on va parler, et le Spravato pernasal, qui est pour la psychiatrie, dont on ne parlera pas. Et comme pour le cannabis, en fait, nous, on connaît NMDA, mais il y a plein de récepteurs sur lesquels la kétamine va agir. Alors, la pharmacologie, on va passer rapidement. Il y a un métabolisme qui dépend des cytochromes, ces nombreux récepteurs, et la kétamine est racémique avec R-kétamine dextrogir et S-kétamine lévogir. Et donc, la S-kétamine a une puissance plus importante que l'arkétamine, un réveil plus rapide, moins d'hallucinations et une meilleure tolérance cardiaque. Alors on l'a utilisé pour la sédation, la kétamine, parce qu'il y avait une meilleure tolérance cardiovasculaire et respiratoire. La question est de savoir, est-ce que ça diminuait les doses de rémifentanil? Eh bien, c'est controversé. Vous voyez, dans cette étude où on mettait des patients ventilés en les comparant sous kétamine avec d'autres sans kétamine, il n'y avait pas de variation. Mais dans cette étude rétrospective, il y avait, en chirurgie cardiaque, il y avait une baisse de 2/3 quand même des équivalents fentanyl. Mais il y a une diminution également des épisodes de confusion qui persiste jusqu'à 1 mois après la sortie de réanimation, et vous voyez, dans des proportions importantes, par peut-être une action anti-inflammatoire intracérébrale. Donc cette action anti-inflammatoire a été étudiée en comparant 2 groupes de patients ventilés Covid et avec ou sans kétamine. Il y a effectivement des marqueurs qui sont diminués, la CRP ne bouge pas, et donc les auteurs disent que c'est modeste et sans intérêt clinique. Ensuite, il y a la douleur. Dans la douleur chronique post-chirurgicale, ou sa prévention, donc je vais passer puisqu'il y a effectivement un consensus. Et dans la douleur chronique, on appelle ça le Far West de la kétamine parce qu'il y a des protocoles qui sont très variables. Et même, c'est Gisèle Pickering qui a montré qu'une seule injection pouvait être efficace jusqu'à 12 mois après.
Et donc il y a un consensus qui a été fait dans Regional Anesthesia, qui est finalement assez peu contributif, puisque comme indication, l'algodystrophie est classe B, toutes les autres sont grade C, et la relation dose-effet est peu probante. Bref, là encore, il manque des études sérieuses. Et venons aux effets indésirables. Donc à long terme, on le savait qu'il y avait une lésion des hépatocytes avec la kétamine, mais l'utilisation hors AMM initiale, et en particulier pour la sédation, a provoqué une alerte à NSM en 2018 pour des perfusions prolongées des doses augmentées. Et donc, quand on regarde pour la sédation, et en particulier au moment du Covid, où on a beaucoup utilisé la kétamine parce que les gens, enfin c'était des patients compliqués, et il y avait aussi des pénuries de médicaments parfois, eh bien, on a recherché, donc c'est nos collègues de la Riboisière qui ont regardé la différence entre le nombre de cholangites sclérosantes secondaires avant l'alerte à NSM, donc à forte dose, et après l'alerte à NSM, et on voit qu'il y avait 7 fois moins d'incidence de ces cholangiopathies. Et donc les auteurs disent que c'est corrélé certainement à la dose et à la durée, donc il faut considérer la dose totale. Ensuite, quand on regarde cette dose cumulée de kétamine et le taux maximum de bilirubine dans une étude, cette fois-ci prospective, et bien là encore, il y a une corrélation entre l'atteinte hépatique et la dose de kétamine, qui est une corrélation durée-effet non linéaire, avec des cholestases importantes et parfois très graves amenant à la transplantation. Dans la douleur chronique, il y a des case reports, et ce mécanisme, on pense que c'est peut-être la norkétamine qui précipite, mais on n'en est pas sûr, et les études sont très contradictoires là-dessus, avec une notion de DL50, c'est-à-dire la dose létale à 50%. Et donc arrive l'eskétamine, qui a récemment eu son AMM, et avec voilà la présentation, qui a des intérêts en analgésie et qui est 2 fois plus puissante que la kétamine, mais attention, qui reste possiblement, potentiellement hépatotoxique. Et donc, j'ai presque terminé. En douleur aiguë, donc c'est les études de Georges Mion, qui connaît très bien la kéta et l'eskétamine. Eh bien, il semble que l'analgésie soit corrélée au taux plasmatique. Là, c'est efficace sur la douleur post-op, et là encore, il y a beaucoup moins d'effets psychoactifs ou cardiovasculaires. En gros, le ratio, c'est la demi-dose de la kétamine avec un meilleur réveil, mais si on augmente les doses pour des doses hypnotiques, c'est la même chose. Ça marche aussi pour le cerveau lésé avec une augmentation du débit sanguin cérébral. Voilà. Donc, dans l'article de Georges Mion, il y a les conseils ou les équivalences. Donc, en conclusion, finalement, on va changer de produit, un peu de pratique. Simplement, on va utiliser 50% des doses habituelles qu'on utilisait de kétamine, tout en sachant que le risque hépatique n'est pas éliminé. Voilà, je vous remercie.